pense que vous vous souvenez de la dernière fois où nous avons dialogué sur la famille Veil. Oui. André, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, à l'Institut des hautes études. On avait fait une conférence en public, à deux voix. Oui, c'est ça. Et il y avait eu une interruption qui voulait nous nier le droit de parler de Simone Veil. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me souviens. Oui, C'était probablement pas la première fois que ça se passait. Bon. Quand mon livre chez les Veil est sorti, il y a eu un article dans un des cahiers des amis de Simone Veil où un des titres c'était « Sylvie Veil avait-elle le droit d'écrire ce livre ?» Oh là là. Bon, alors nous sommes amenés donc à parler de ce couple assez étonnant. Oui, moi je les voyais comme des jumeaux. Ah bon? Oui, des jumeaux, un peu bizarres. Regardez cette photo, ils font jumeaux. Enfin, il a 2 ans et demi plus qu'elle, mais ils font tout à fait jumeaux. Et l'un et l'autre ont parlé du fait qu'il leur arrivait de penser la même chose en même temps. Il y a le fameux passage, je crois que raconté par les deux, mais certainement raconté par mon père. Ils étaient dans les Alpes avec leurs parents, regardaient je ne sais plus quel glacier, et lui en a conçu l'idée de l'infini, et elle une idée semblable mais plutôt mystique. Oui. C'était très, très joli. Oui. Leur relation était complexe, c'est certain qu'elle était très complexe. Et en particulier, bon, lui c'était un scientifique, mais pas qu'un scientifique. Il n'aurait pas beaucoup aimé le terme scientifique. Il me dit toujours que les maths c'était un art. Un art, bon, volontiers. Je lui rends acte. Il disait de quelqu'un, c'est un scientifique. Vous vouliez parler de la façon dont vous avez rencontré Simone, en quelque sorte. Ah oui. Enfin, j'ai rencontré Simone. Je ne l'ai jamais vue, bien entendu, puisqu'elle est morte en 1943, c'est ça. Et que j'avoue qu'une raison. En août 1943, moi je n'avais que 11 ans et je n'étais pas du tout dans le même cercle, donc j'avais peu de chance de l'avoir rencontrée. Mais j'ai souvent dit que j'avais eu la chance dans ma jeunesse d'avoir un grand nombre d'oncles, plus ou moins liés par les liens familiaux ou pas. Parmi ces oncles-là, il y a Max Hugny, qui était un normalien, qui a été compagnon de Simone à Henri IV, dans la classe d'Alain, Chartier-Alain, et qui ensuite, ils sont de la même promotion ou à un an d'écart à l'école normale. Donc j'avais entendu parler de Simone Veil par mon oncle, enfin appelez-le mon oncle pour simplifier les choses, et je n'avais pas... Bon, en fait, lui, ce qu'il préférait raconter, c'était les histoires sur le côté un peu, je ne vais pas dire déjanté, ce serait exagéré, mais enfin le côté un peu surprenant, le comportement social un peu surprenant de Simone Veil. Une de ses histoires favorites, c'était rue d'Ulm, ce qui serait aujourd'hui un livreur de pizza, enfin à l'époque c'était un garçon qui faisait des livraisons à bicyclette, qui tombe. Bon, banal. Évidemment, les étudiants sortaient de la rue d'Ulm à ce moment-là, ils se précipitent tous pour l'aider à se relever et à aller à la pharmacie voisine s'il avait besoin de quelques soins mineurs. Et Simone Veil s'est mis devant le portail et a récité l'Iliade en grec. Ce héros sublime. C'est extraordinaire. Ça l'avait beaucoup frappé. Ce héros sublime qui brave les éléments, en fait, etc. En grec, bien entendu. En grec. Ça, c'était une de ses histoires favorites, pour me dire, Simone, oui et non. Or, sur le plan d'engagement politique, ils étaient assez proches. Mon oncle était il était de ce qu'on appelait la Jeune République à l'époque, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les catholiques conciliaires ou les cathos de gauche aujourd'hui. Enfin, ça n'existe plus malheureusement. Mais bon, il était assez engagé et comme beaucoup d'autres, il était pacifiste. D'ailleurs, il semble que c'est lui qui a présenté mon père à ma mère à l'un à l'autre dans une réunion politique. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin, je ne suis pas loin. Ouais, ce n'est pas grâce à la politique que j'ai rencontré Simone. J'ai rencontré Simone qui est morte évidemment en 1943, donc je ne l'ai pas connue. Elle m'a tenu bébé et m'a donné un biberon. Bon. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. J'avais découvert ses lettres quand j'avais 10 ans dans une armoire. Et je me levais la nuit pour aller les lire. Et elles me passionnaient. Enfin, celles que j'aimais, c'était les lettres qui parlaient de moi. Il y avait toute l'alias des dernières lettres de Londres à ses parents,
qui avait été laissée dans une boîte et c'est ainsi que j'ai fait connaissance de Simone. Et la lettre qui évidemment me charmait, c'est la lettre où elle disait à mon père qu'il fallait absolument me baptiser. Et les raisons pour lesquelles elle voulait me baptiser, la chère Simone, c'est qu'elle voulait que je puisse être équipée, en quelque sorte, pour épouser celui que je voudrais épouser. Elle se comportait en merveilleuse mama à mon égard. Elle disait qu'il fallait me baptiser d'abord par sécurité, parce qu'un enfant qui s'appelait Sylvie Veil, on ne savait jamais un certificat de baptême pourrait servir. Alors André apparemment l'avait dit, et ça je n'ai pas trouvé. Oui, je crois que j'avais la lettre aussi, mais je ne l'ai pas lue à cette époque-là. Mais un baptême protestant suffirait peut-être. Pas du tout, a-t-elle dit, il faut absolument le baptême catholique. Pourquoi le baptême catholique? Parce que si Sylvie tombe amoureuse d'un catholique, elle aura le baptême qu'il faut pour plaire à la belle famille, même si le jeune homme ne pratique pas. Et le baptême catholique plaira également à la famille protestante. Tandis que le baptême protestant n'est pas suffisant pour la famille catholique, donc il faudrait tout recommencer, ça n'irait pas. Si elle épouse, alors il y a un défilé de fiancés qui lui vraiment me charmait, très exotique. Si elle épouse un bouddhiste, ça lui sera complètement égal. Que sa femme soit baptisée, si elle épouse un musulman, ça lui sera également complètement égal. Alors évidemment, l'ennui, c'est si elle épouse un juif orthodoxe, ça pourrait l'ennuyer. Et l'ironie, c'est que j'ai épousé un juif orthodoxe. Que ça n'a pas ennuyé du tout. Et vous avez été baptisé? Pardon? Vous avez été baptisé? Je crois que j'avais 1 an et demi ou 2 ans, je courais partout et ils l'ont fait pour honorer la mémoire de Simone. Bon, moi je sais que, à propos de baptême, mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, en 1943, au moment de porter l'étoile jaune, a réussi à s'en sortir en exhibant un faux certificat de baptême, bien sûr. Ben, le mien est vrai. Bon, qui lui avait été fourni par un prêtre du coin, qui a eu beaucoup de courage d'ailleurs et beaucoup de dignité de le faire. Bon. J'ai connu Simone Veil, donc indirectement de cette manière-là, par mon oncle, Max Sugny, professeur de grec à Henri IV. Moi, je la connaissais par les récriminations de ma mère, qui me décrivait à quel point elle rendait la vie impossible à toute la famille, et ses habitudes alimentaires et ce désir d'inconfort systématique. Et c'est là qu'ils étaient un petit peu jumeaux, hein, André et Simone. C'est qu'André, arrivant chez des amis, voulait immédiatement la meilleure chambre avec la plus belle vue. Et Simone, arrivant chez des amis, refusait la chambre et voulait dormir par terre dans la cuisine. Mais finalement, quand on y pense, c'est exactement la même chose. Les deux arrivaient, étaient des enquiquineurs épouvantables et il fallait satisfaire leurs exigences. Oui. Alors, Simone... Et André, alors, quand c'est que vous l'avez rencontré? Eh bien, en juin 51, je finissais ma première année à l'école normale et j'avais fait amitié avec... Bon, Henri Carton était notre maître à tous, notre grand dieu. Et cette année-là, Samuel Heilenberg passait l'année à Paris. Il avait fait un cours, un séminaire, etc., que j'avais suivi attentivement. Et ensuite, il a dit à Carton, mais il y a là un jeune, il faut que tu l'invites à Bourbaki. Parce que Samuel Heilenberg faisait partie rentrait dans Bourbaki à ce moment-là. C'était la première fois où il participait réellement aux activités. Et donc, ils m'ont invité. Et il y avait une petite discussion avec Carton. Oui, mais je ne sais plus quel examen de licence je vais passer. Je lui ai dit, écoutez, je le passerai en septembre. Je l'ai passé en septembre, bien sûr. Mais Carton, toujours strict, avait un peu hésité quand même. Donc, je suis arrivé là-haut, et là, il y avait tout le monde. C'était à Pelvoux-le-Poète dans les Alpes. D'ailleurs, vous y étiez, je crois. Oui, j'y étais certainement. Et pour les enfants, c'était extraordinaire, ces congrès de Pelvoux. On s'amusait comme des fous. Il y avait tout le monde. Il y avait les enfants Schwartz, il y avait les enfants Dixmier qui étaient un petit peu plus jeunes, et puis il y avait les filles Cartan, les enfants Cartan. Étienne Cartan avait à peu près le même âge. Il y avait les enfants Dieudonné. C'était une joie pour nous, les enfants. On s'amusait comme des fous. Il y a eu un certain nombre de réunions Bourbaki dans cet endroit-là. C'est la première auquel j'ai assisté. Et il y a d'ailleurs une photo qui illustre ça, parce que justement, on avait une expédition au glacier blanc, et à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer faire une expédition de la journée sans mettre
un béret de chasseur alpin. Est-ce que c'est là qu'André a contracté l'habitude de se promener en béret? C'était déjà... Peut-être. Et c'était pas deux rames? Il y avait deux rames, non? Non, c'était une autre fois, parce que souvent il y avait des équipés avec deux rames, oui, évidemment. Non, deux rames. Mais est-ce que c'est le congrès où les bourbaquistes se sont tellement enguirlandés que la patronne de l'hôtel a appelé les gendarmes? C'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard, parce que Dieudonné et André poussaient de tels hurlements qu'elle a appelé les gendarmes parce qu'elle pensait qu'ils allaient s'entretuer. J'ai vu, puis on l'a rassuré. Non, ça c'était en 54 ou 55, j'étais là à ce moment-là. Bon, alors donc je crois que j'y étais pas, enfin j'y étais, mais j'étais habituée à entendre Dieudonné et André crier, c'était pas grave. Non, c'est pas grave. Je me souviens à ce sujet-là d'un jour où j'avais une discussion avec André, et mathématiques, et c'était quand j'étais encore en train de faire ma thèse. Bon, alors est-ce que j'ai fait ma thèse sous sa direction? Difficile de dire. Je vous ai dit que dans ma famille, j'avais beaucoup d'oncles. Oui. Ben, en mathématiques aussi, j'ai eu beaucoup d'oncles. Bon, il y a eu Chevalet, il y a eu Cartan. Cartan, c'était... C'était l'oncle officiel, Cartan. Cartan, c'était l'oncle officiel de tout le monde. Bon. Chevalet n'était revenu en France qu'assez tardivement à cause des ennuis qu'il avait eus. Et donc, j'avais travaillé avec lui, sous sa direction, ou en collaboration avec lui. Et puis, il y avait, Serre et Grothendieck, bien entendu. J'étais tout à fait ouvert à leurs nouvelles idées, qui bouleversaient beaucoup de choses. Et donc, je rendais compte, mais les problèmes qui ont fait l'objet de ma thèse ont été suggérés par André. Il m'a dit, lis donc tel livre et tel livre de moi, et tu verras, il y a plein de questions. Oui, ce que vous dites là, je vous interromps une minute, me rappelle le magnifique discours qu'a fait Armand Borel au fameux colloque à la mémoire d'André en janvier 99, Oui, je me souviens. Où un des points qui m'a vraiment intéressée, son discours m'a beaucoup émue parce que j'ai eu l'impression que je voyais à l'intérieur de la cervelle d'André. C'est un discours extraordinaire, ce discours, et il est écrit quelque part, il faut le lire. C'était magnifique. Il expliquait André. Mais il a aussi dit qu'André entrait dans le bureau de quelqu'un à l'Institut et puis disait, tiens, il faut lire ci, il faut voir ça, tiens, toi, voilà une idée pour toi. Enfin, qu'André aimait distribuer des idées et était généreux dans cette distribution d'idées. C'est certain qu'André Veil était très généreux de ses idées. Ça, je me souviens. On me l'a toujours dit, oui. Il était déjà généreux en argent, d'ailleurs. Il suffisait de lui demander. Ah oui, il a entretenu des veuves. Ah oui, tout à fait. Il ne s'en vantait pas. Jamais. Ça, c'est très talmudique. Il ne s'en vantait jamais, mais qui lui demandait des secours les recevait immédiatement. Et que ce soit la veuve d'un collègue, un mathématicien, il ne portait pas secours que jeunes mathématiciens, mais enfin à d'autres également. Il était d'une immense générosité et c'est lui qui m'a dit un jour qu'il ne fallait jamais prêter d'argent, il fallait donner ce qu'on pouvait donner. Absolument ne jamais prêter. Bonne stratégie. Avec des principes moraux bien... Vous avez dit talmudique. Ben oui, la générosité dans la tradition juive ne doit jamais être publique. D'ailleurs, dans la tradition chrétienne non plus. Vous voyez Tartuffe qui fait des grands agenouillements et c'est considéré comme parfaitement horrible. Donc, non, André ne cherchait pas les honneurs non plus, du tout. Non, il avait cette assurance inébranlable. Il était qui il était, et c'est pas le prix machin qui allait. Par le fameux prix Kyoto. Pour lequel je l'ai accompagné, c'était assez héroïque comme voyage. Je me souviens que je vous avais croisé juste avant que vous partiez. Juste avant notre départ, oui, vous m'avez décrite si joliment, tout de noir vêtu, prête, telle Antigone, à accompagner mon vieux papa. Oui, c'était très beau. Mais il avait commencé par ne pas accepter. Il avait commencé par dire « Oh, mais ça va être fatigant ». Et il m'a téléphoné
Alors, je crois qu'il était déjà arrivé à Paris et je devais le rejoindre. Il m'a téléphoné, il me dit, est-ce que moi j'étais encore à New York, je finissais mon année à la fin d'enseignement, et il me dit, est-ce que tu as envie d'aller au Japon? Je lui dis, comment que j'ai envie d'aller au Japon? Qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, ben voilà, il y a des gens au Japon, les Inamori, alors voilà, ils m'offrent un prix, est-ce que tu veux y aller avec moi? Je dis, et comment quand c'est qu'on y va? Oui, ça fera une somme pour Nicolette et toi, Nicolette, ma sœur. Et moi, j'ai dit, mais oui, on y va, on y va. Et alors, ensuite, il y a eu des mois de préparation de ce départ. Mais au départ, il n'était pas... Oui, bon... C'est là où il a échangé avec Kurokawa. Non. Non, c'est pas là. Non, attendez. Qui sais était pas. le, En fait, oui. le cinéaste qui a eu le prix? Ah, Kurosawa. Kurosawa. Oui, Kurosawa, oui. Kurosawa. Qui lui a dit quelque chose qu'André... Qu'ensuite, des gens ont tellement mal interprété, alors qu'André était parfaitement sincère. André est allé vers Kurosawa et lui a dit qu'il l'admirait beaucoup et qu'il avait la chance de pouvoir aimer et admirer ses œuvres. Et qui étaient des films. Et, bien sûr, et que lui, Akira Kurosawa, ne pouvait ni aimer ni admirer ce qu'avait fait André. Et c'était parfaitement sincère. Et des personnes ensuite ont mal interprété. On dit oui, mais quelque chose d'épouvantable, mais pas du tout, c'était sincère. Mais vous aviez travaillé avec lui quand vous dites un peu professeur à élève, quand vous étiez jeune et justement quand vous faisiez votre thèse officiellement avec Henri Cartan, vous aviez travaillé avec André? Oui. En tout cas, c'est comment lui... c'était de travailler avec André comme jeune élève? Faire attention à ses suggestions. Il avait de très bonnes suggestions. Et il y a eu plusieurs épisodes. Bon, je l'avais rencontré la première fois donc en 51, pendant le congrès Bourbaki. Je l'ai retrouvé l'hiver d'après. Et il y a eu plusieurs choses. D'abord, je ne sais plus, ça doit être cette année-là, 52. Il a passé quelques mois à Paris. Il nous a fait un cours à l'école normale. Et j'avais rédigé son cours. Avec quelques améliorations qu'il a d'ailleurs réutilisées plus tard dans ses livres. Bon. Et je me souviens fort bien, ça doit être 51-52 ou 52-53 d'un cours qu'il nous a fait. C'était sur la thèse de Tate à ce moment-là. Bon, c'était bon, le travail d'Iwasawa. Et j'avais amélioré sur 2 ou 3 petits points. Enfin, j'avais amélioré, je lui avais remis quelques notes et il avait été très content. Bon, il les a utilisées plus tard. Bon. Donc il ne vous terrorisait pas? Non. Et je pense qu'il terrorisait les Américains plus que les Français, parce que moi j'ai des souvenirs très précis de Chicago où je n'étais pas tout le temps avec mes parents, parce que j'ai été beaucoup laissée en France avec mes grands-parents, mais je servais de cobaye aux graduate students d'André, qui étaient complètement terrifiés. On m'envoyait dans le bureau d'André avec ma version latine. On attendait dans le salon où ma mère probablement offrait gracieusement une petite tasse de thé. Votre mère savait recevoir. Oui, elle savait très bien recevoir. Et si André poussait... Alors, il était normal qu'il me traite d'idiote, qu'il pousse des cris, mais s'il criait vraiment trop, quand je ressortais du bureau, moi j'étais habituée, ça ne me démolissait en aucune façon, mais s'il criait vraiment trop, quand je ressortais, le graduate student avait filé. Absolument. À plus d'une reprise, j'ai servi de cobaye. Non, moi je dois dire, bon, je me vois encore là, au-dessus du Luxembourg, là où vous habitiez à l'époque, au 7e étage, et je me souviens encore, bon, après cette rencontre dans l'été 51, il a fait ce cours, je lui ai donné quelques notes, je lui ai rédigé plus ou moins son cours, ajouté quelques notes, et je me souviens que j'avais lu à fond son grand livre de 1940, et où il parlait du 5e problème de Hilbert. Bon, alors je me souviens à l'époque c'était une actualité. Et je me souviens de lui avoir demandé, là-haut au 7e étage, est-ce que ça vaut la peine de travailler le 5e problème? Non. D'ailleurs, c'est un problème un peu idiot. Ce 5e problème d'Hilbert est un problème un peu idiot. Je suis relativement d'accord avec lui. En tout cas, disons que c'est un problème dont l'effort investi pour le résoudre a été gigantesque. Et une fois qu'on l'a résolu, les conséquences étaient assez maigres. Bon. Donc, il a eu raison de me déconseiller dessus. Même si c'était dans mon livre, m'a-t-il dit, ne suis pas ça. Bon.
Donc, c'était des bons conseils, je veux dire. Je n'ai jamais eu peur de lui. Mais peut-être que c'était simplement le fait d'avoir partagé un verre et basque avec lui pour monter. Il y a une photo d'ailleurs où on est tous là, il y a Serre. Non, mais je pense qu'il était beaucoup plus terrifiant pour des jeunes Américains qui ont l'habitude qu'on les écoute bien courtoisement. Et c'est une Oui, autre parce qu'ici, atmosphère quand aux ça s'engueulait. États-Unis. Oui, non, ici, je pense que c'était moins terrorisant. Oui, oui, Mais moi, une fois, quand je devais avoir 10 ans, donc c'est toutes les mêmes époques, j'avais demandé à André à quoi il travaillait. Il m'a montré la formule de Riemann. J'ai dit, quoi, c'est ça? Mais tu passes tant de temps à faire ces petites fractions, là? Et il m'a dit, oui, oui. Et alors, je l'ai découpé et je l'ai recopié dans un de mes cahiers et je transportais ça comme une sorte de formule magique, un porte-bonheur. Et donc, voilà. Bon. En tout cas, il est certain que il y a eu un bon nombre de fois où ces travaux m'ont servi d'inspiration. Et je veux dire, et je disais donc plusieurs fois, bon, moi j'utilisais des méthodes qui n'étaient au-delà des siennes, elles sont inspirées essentiellement par Serre et Grothendieck, et il me disait, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, il me disait, bon, explique-moi les choses comme tu les penses. Ne fais pas semblant de faire une traduction. Alors il s'est un petit peu vanté. Je connais beaucoup de langues étrangères, ce qui était vrai. C'était vrai, il avait un sacré talent pour les langues étrangères. André, oui, c'était une pieuvre. Il savait toutes les langues, mais il ne savait pas rouler les airs. Ah, Et ça, c'était... Moi, je triomphais. En italien, moi, je pouvais commander en roulant les airs, lui, pas. Il ne savait pas. Mais c'est vrai qu'il était... Est-ce que c'est vous qui m'avez dit qu'il parlait l'italien comme dans la Divine Comédie? Absolument, il parlait l'italien comme Dante, l'espagnol comme Cervantes, mais il ne savait pas rouler les airs. Et puis évidemment, il déclamait en grec, et c'était un cauchemar, parce que moi je faisais du grec, je faisais du latin. D'ailleurs, j'ai dû passer du temps à Chicago vers ce moment-là avec lui, et quand je suis revenue à Paris, j'ai immédiatement été d'abord à Montaigne et ensuite à Fénelon, où j'étais première en latin et en grec, parce qu'avoir travaillé avec André, ça valait un prof de caille. On apprenait, oui. Et donc mais il trouvait qu'on nous faisait prononcer de façon épouvantable, et il nous demandait, enfin, il me disait à table quelquefois, oui, alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, si je lui citais un vers de Virgile, c'était vraiment bien, il était content, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle de n'importe quoi à table. Il fallait parler de sujets sérieux et culturels. Et il me disait, inévitablement, enfin, c'était le prix à payer, il était satisfait que je lui cite du Virgile, mais il me disait, mais on ne t'apprend même pas à scander les vers latins comme il faut, même chose pour les Grecs, on ne t'apprend même pas à scander les vers grecs comme il faut, mais tout de même, il était content qu'on les cite. Mais moi, j'ai certainement beaucoup profité de l'enseignement d'André, et surtout, il m'a appris à travailler. D'abord, il était absolument sans pitié. J'ai pas grandi avec lui tout le temps, puisque j'étais en France souvent quand il était là-bas, mais enfin, à 9h, il fallait aller se coucher, qu'on ait fini les devoirs ou non, en tout cas moi. Et j'ai appris à travailler très très vite. Mes camarades qui en troisième se couchaient à minuit pour finir les devoirs, moi jamais, parce qu'à 9h, André disait, bon, maintenant tu te couches. Et je disais, mais j'ai pas fini les devoirs, ben tant pis. Et j'ai appris à les faire. Et puis, mais il y avait aussi, c'était une source de culpabilité, cette merveilleuse relation avec André, c'est que j'ai retrouvé quand je regardais les correspondances familiales pour ce livre, j'ai retrouvé les lettres qu'André m'écrivait quand je vivais en France avec ma grand-mère, quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans. C'était des programmes extraordinaires. La gamine de 15 ans aurait dû passer ses dimanches après-midi à la salle Pleyel, le samedi au Louvre, le dimanche après-midi à la salle Pleyel, le jeudi à lire Sophocle. C'était ahurissant. Et moi, j'avais qu'une idée, c'était de sortir avec mes copines et de m'amuser. Oui. Et donc, bien sûr, mais je relis ces lettres, même maintenant, j'en ai retrouvé quelques-unes l'autre jour et je refeuilletais ça. C'est attendrissant, ce programme pour une gamine. Et Simone, peut-être, n'était pas rétive quand ils étaient adolescents tous les deux à ce genre de programme. Oui, je crois qu'ils se récitaient des Corneille et Racine et se donnaient des gifles quand ils faisaient des erreurs. Et oui, mais moi j'avais envie de m'amuser et de sortir avec les copines. Donc je crois que je n'ai pas passé mes samedis après-midi à lire Sophocle. Oh.
Mais un des grands chagrins de ma vie, quand je devais être en seconde ou en première, et André était à Chicago, et il est revenu, il a dû avoir quelques temps, ou à Noël, il a dû revenir, et il m'a fait préparer une composition de maths. Et je l'ai très bien préparée, j'avais bien pigé, et j'ai eu une note épouvantable. Et quand André est revenu, il a dû repartir, il jouissait des avions de la National Foundation, je crois, pour les sciences. Et donc, il faisait des allers-retours de temps en temps. Il est revenu. Mais j'avais pleuré, j'avais déçu André, quelle horreur, j'avais tant travaillé avec André, et j'avais complètement loupé, et j'avais des notes rouges partout, me disant que je sautais tous les raisonnements, que ce n'était pas bien du tout, que... Bon, et quand André est revenu, je lui ai montré ma composition. Il m'a dit, mais c'est toi qui avais raison. Ça a été la grande consolation, mais j'avais été tellement triste. Et André avait, quand j'avais de mauvaises notes de conduite, ce que j'avais tout le temps, parce que j'organisais des chahuts assez systématiquement, et d'ailleurs des chahuts assez malins, et André me disait, oui, mais fais attention, avant d'organiser un chahut, calcule ce que la bonne femme, ainsi appelait-il mes professeurs, calcule ce que la bonne femme peut te faire. Essaie de calculer la vengeance exactement. Parce qu'il y a un rapport de force et tu n'es peut-être pas toujours la plus forte. Donc, alors, c'est extraordinaire d'avoir un père qui ne vous dit pas quoi, quelle horreur, tu as encore 0 de conduite, mais qui disait calcule, il faut toujours calculer. Et non, c'était un peu oppressant d'avoir un père comme André, parce qu'on était les filles d'un génie, et alors il fallait toujours marcher un peu sur des œufs d'une certaine manière. Mais, par exemple, quand j'ai dû aller, là je devais avoir, je sais pas, 12 ans et demi, 13 ans peut-être, 13 ans, j'ai dû aller de Bretagne, où nous terminions un petit séjour à la plage. Vous n'étiez pas sur bonne plage? Non, pas du tout. Je crois qu'on allait à Carantec. Et il fallait que j'aille en Creuse rejoindre mon oncle et ma tante pour passer encore une quinzaine de vacances avec mes cousins. Et, du côté de votre mère, tout ça? Pardon? Du côté de votre mère? Oui, c'est ça. Et il y avait à l'époque donc plein de trains et il fallait changer, il y avait 3 changements. Et André a écrit 15 jours à l'avance à chaque chef de gare, annonçant que sa fille, âgée de tel âge, allait arriver et qu'il priait, monsieur le chef de gare, de bien vouloir l'accueillir à tel train et la mettre dans tel train. Bon. Quel honneur! À chaque gare, je regardais, je voyais le chef de gare qui attendait, je filais dans un autre wagon et à chaque train, je me suis privée des services, passé des services du chef de gare et j'ai pris mes trains toute seule. Et quand je suis rentrée, quand j'ai retrouvé mon père, quelques semaines plus tard, je lui ai raconté. Et il a dit, c'est très bien ma fille, j'avais joué mon rôle de père et tu as joué ton rôle de fille. C'est magnifique. Oui. C'est un système d'éducation qui n'est pas mauvais. Alors pour calculer, je vais maintenant venir sur les souvenirs que j'ai de Princeton. Dans ma première visite à Princeton, à l'automne 57, André n'était pas encore, il était encore à Chicago, mais il est venu quelques jours. Bon, c'était déjà décidé. Il a dû y aller à l'automne 58. Il était pour de bon. Pour de bon, oui. Mais il était venu quelques jours à l'automne 57 pour prendre l'atmosphère. Et à l'époque, bon, il n'y avait pas tellement de Français qui étaient là, et il y avait le Ray. L'ennemi intime d'André, Bon. Et alors, bon, il n'y avait pas tellement de Français, bon, on se fréquentait les uns les autres, évidemment. Et alors, un matin, j'étais là, sous le porche de Fine Hall, en train de deviser avec le Ray, quand arrive André. Embarrassant. Et alors, je m'en suis sorti en les présentant l'un à l'autre. Ce qui les a réjouis l'un et l'autre du soi-disant pataquès que j'avais fait. Oh, mais vous savez, on se connaît depuis très longtemps.
Et ils ont dit, au lieu de se cracher à la figure, comme je les avais présentés à l'autre, ils ont fait semblant de... Nous nous connaissons depuis très longtemps, c'était pas la peine. C'était un de mes souvenirs de ça. Et ils se sont retrouvés en Israël pour le fameux prix Wolf Oui. en 79, Oui. où j'étais également avec André. Oui. Mais le seul, enfin, un des souvenirs justement de notre séjour à Jérusalem et de ce prix, c'est que... Prix Wolf, hein. Oui, le prix Wolf. Oui, c'est ça. Leray a passé tout son temps à réviser son discours et André, naturellement, a improvisé quelque chose de magnifique au dernier moment. Alors, il était triomphant. Enfin, je me suis toujours demandé comment André avait réussi à survivre à la mort de Simone. Ça lui est terrible. Oui. Ça lui est terrible. Oui. Ça lui est terrible. Il en parle un petit peu dans ses mémoires. Ah oui. Mais d'ailleurs, on m'a souvent demandé, mais pourquoi il arrête les mémoires à ce moment-là? Ben, c'est au moment où il apprend la mort de Simone. Oui, mais il y avait vraiment une autre raison, c'est qu'il considérait, et là encore sincèrement, que les biographies d'universitaires sont mortelles. Il considère que les gens qui racontent quand ils ont été promus et quand ils ont changé de fac et quand ils ont fait partie du comité machin et quand ils ont... On connaît ça. Il trouvait il dit très sincèrement à la fin de ses mémoires qu'il pense que ensuite il a eu une carrière universitaire normale qui ne valait absolument pas le coup d'être racontée. C'est vrai qu'après toutes les aventures, après évidemment cette fraternité extraordinaire, Simone disparue, la guerre terminée et André en poste, ma foi, plus ou moins normal, parce que le poste... Quand même, le Brésil, c'était... Il en parle assez peu du Brésil. Il parle peu du Brésil. Et, Chicago, ça c'était du normal. Princeton, ça c'était normal. C'était du normal, mais je pense que toute sa carrière... André a eu un immense, je ne dis pas chagrin, mais enfin, oui, ça a été épouvantable pour André d'être exilé. Oui. André n'a jamais voulu vivre en Amérique, il n'est jamais devenu américain. Il a continué certainement jusque dans les années 50 à espérer un retour. Oui. Henri Cartan s'est battu pour essayer de... On a les lettres maintenant. Oui. Et ça a été un destin qu'il a accepté. Et après tout, Chicago, il a pu faire venir des tas de gens. C'était pas vraiment horriblement inconfortable. Mais enfin, il y a encore les lettres où André écrit « Cette ville est moche, moche, moche ». Je pense que c'est à Chicago qu'il a été le plus près d'une sorte de dépression. Je pense en 48, 49, quand ils étaient avec deux toutes petites gamines, on était 4 dans une chambre d'hôtel. Ouais. J'ai toutes les lettres de ma mère disant André n'a pas de bureau, André est complètement déprimé, il n'avait pas encore un visa permanent, maman avait un réchaud, elle ne pouvait même pas faire la cuisine aux 2 gamines, et André ne cesse de se plaindre de ses lettres, dans ses lettres, et ensuite c'est tout de même resté un exil. Princeton, bien sûr, ici est fait, c'était extraordinairement joli et confortable, mais... C'était un exil. C'était un exil, il n'avait jamais voulu vivre en Amérique. Oui, un certain nombre de collègues éminents allemands, que ce soit Hermann Weyl ou d'autres, se considéraient comme exilés. Ils ont cherché à retourner en Europe dès qu'ils ont pu. Oui. Ce qui a beaucoup égayé leur séjour, c'est que la secrétaire du département de mathématiques, qui avait pratiquement fait évanouir Henri Cartan quand il est arrivé la première fois, je pense que c'était en 49, 50 peut-être, quand André l'a invité, en l'accueillant, « Well, Henry !» Et Henri Cartan, il n'était pas du tout habitué. Oui, mais d'abord, il a pu inviter des quantités il y avait tout le temps quelqu'un de Bourbaki, donc ça c'était bien, mais c'est aussi que la secrétaire du département, une immense dame qui s'appelait Marguerite, était la petite amie de Duke Ellington, du jazziste. Oh. Et alors ensuite, il y a eu Armand, qui était passionné de jazz, Armand Borel, passionné de jazz. Et tous ces mathématiciens filaient dans des clubs de jazz extraordinaires, oui. Et ils s'étaient liés d'amitié avec certains. Moi, j'étais vraiment aux anges parce qu'il y avait le jeune Bud Powell, qui était Bud, c'était le petit frère.
il y avait le petit frère, Richie Powell. Alors, Ne Richie, m'interrogez pas sur l'histoire voilà. du jazz. Ne m'interrogez Voilà, pas sur l'histoire non, du jazz. il y avait deux frères Powell, un qui devait être Richie, qui était le frère d'un très connu qui s'appelait Bud Powell. Richie Powell était jeune, moi, je sais pas, donc c'est la dernière année où j'étais à Chicago, j'avais 11-12 ans. Et, Vous avez dansé avec lui? Et lui, non, pas du tout. Non, non, je dansais pas, mais il était venu à la maison et avait joué sur mon piano, avait joué des tas d'airs. Il avait, lui, 21 ans. Oui. Et il a été tué dans un accident de voiture 2 ans plus tard. Et puis tous ces types étaient drogués jusqu'au trognon. Ils étaient au volant dans des conditions épouvantables. Mais ça, c'était un des éléments qui était... qui égayaient leur vie, parce qu'ils allaient dans ces clubs, ils écoutaient du jazz. Et André, bon, je pense qu'il préférait Mozart, mais c'était tout à fait extraordinaire d'aller écouter de grands jazzistes. Ils avaient fait la connaissance de Max Roach, ils avaient fait connaissance de tous les grands du jazz. Et puis, il y avait Serge Lang, qui habitait juste au-dessus de chez nous et qui jouait des études de Chopin à longueur de journée. C'était absolument magnifique. Donc, la vie dans ce faculty building était assez agréable. Tout le monde se connaissait. Donc, il y avait Chicago tout le monde. n'est pas aussi... Mais la ville était moche. Brouillardeux que... C'était brouillardeux. Nous étions au milieu tout de même de ce qu'on appelait alors un ghetto qui était extrêmement dangereux. Oui. C'était le Midway qui était cette espèce de long parc, pelouse qui séparait là où était l'université de là où nous étions. Nous étions juste un immeuble de l'université au milieu d'un quartier extrêmement pauvre. Oui. Et André ayant décidé... Ça n'a pas beaucoup changé d'ailleurs depuis. Non, mais l'université a racheté plein d'immeubles ou construit, donc j'y suis pas retournée de toute manière. Mais André, considérant que l'éducation américaine était de toute façon épouvantable, c'était pas la peine qu'il paye pour envoyer ses filles à la Lab School où allaient tous les enfants des professeurs de Chicago, il considérait qu'il pourrait parfaitement m'apprendre le latin, le grec et l'algèbre lui-même, et donc nous allions... ma sœur et moi, dans l'école communale du quartier, où nous n'étions pas absolument les seules blanches, mais il y avait quelques enfants d'ouvriers ukrainiens. Il y avait énormément, c'est l'époque, d'ailleurs cette école c'était fascinant, c'était l'époque des grandes immigrations des Blacks du Sud qui arrivaient à Chicago de préférence, beaucoup plus à Chicago qu'à New York. Et tout ça, ça a été oui, c'était intéressant, c'était des années intéressantes. Pour moi, ça a cessé quand j'ai eu 12 ans, parce que je suis restée en France de façon définitive. Mais être dans une même année scolaire au lycée Montaigne et puis au lycée Fénelon et dans une école publique du South Side de Chicago, c'était assez pittoresque. Oui, et puis l'école téléphonait tout le temps à mon père, parce à moi, il me faisait manquer la classe pour travailler avec lui. Alors l'école disait, moi, c'est pas bien du tout, elle manque la classe, vous ne songez pas à son éducation ici, disait André, j'y songe beaucoup. Et donc ça a été là aussi des moments un peu pittoresques. Oui. Tout ça pour vous dire que Chicago, bon, même si j'en ai beaucoup moins connaissance que vous... Non, vous savez, moi j'ai quitté à 12 ans, oui, c'est fini il y a fort longtemps. Oui. Mais oui, ce n'était pas évidemment un lieu de rêve pour André. Et en même temps, il aimait beaucoup les musées, évidemment, comme toujours. Il avait une grande expédition, en général, le samedi, il nous amenait au musée. Et puis, il faut dire que Chicago, le musée de Chicago, c'est pas rien. Magnifique, bien sûr. Et puis, moi, il m'emmenait très souvent voir les momies. J'aimais beaucoup voir les momies. Nous allions voir les momies. Oui, il y en a. Oui, des momies. Il y avait aussi, dans le Eckhart Hall même, il y avait au département de physique, il y avait de très belles expositions sur les astres. Et puis nous allions quelquefois dans le nord, là, dans le Wisconsin, dans un observatoire, et André aimait bien nous amener là. Donc, oui, il y avait des distractions, c'était pas l'enfer, mais il trouvait Chicago atroce, et puis de toute façon, il voulait être en France. Ce n'était pas à Chicago qu'il voulait être. Et il faisait d'énormes sacrifices pour pouvoir être, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais
l'année scolaire était à divisée en Chicago 4 termes. était divisée en 4. Et donc, il prenait le terme du printemps pour être à Paris, Oui. travailler avec les collègues, Oui. et puis il passait tout l'été à Chicago, ce qui fait que nous, on ne passait jamais nos vacances avec lui. Ah oui. Et il passait tout l'été à Chicago, à International House, une chambre, il nageait dans le lac, bien sûr. Enfin, il y faisait une chaleur à crever, et il ne passait jamais les vacances avec nous. Oui. Il a fait ça pendant des années pour avoir le semestre du printemps en France. Oui, bon, pour Simone, moi, je voudrais parler de 2 choses. D'une part, Simone et la science. Il y a un livre qui a été publié là-dessus, et bon, j'ai des commentaires à faire dessus. Pas moi. Bon. Et deuxièmement, Simone pendant la guerre d'Espagne. Bon, le récit, on le connaît, le récit de Simone qui arrive là-bas chez les anarchistes de Barcelone et qui se blesse le premier jour ou le deuxième jour. Pas tout à fait le premier, mais enfin bon. Assez rapidement. Et vos parents qui sont obligés d'aller la Mes chercher. grands-parents. Pardon. Vos grands-parents, pardon. Ses parents. Ses parents qui sont obligés Aller d'aller la la rechercher, oui. rechercher. Bon, alors, ça, c'est quand même Simone en plein cœur du premier XXe siècle, du début du XXe siècle. Enfin, bon, avec tous les troubles, toutes les révolutions qui s'enchaînent, etc. André aussi prétendait, je ne sais pas s'il faut en croire, que si la 4e internationale avait été créée par Trotsky dans le petit logement que Simone occupait dans votre immeuble. Il n'a pas dit qu'elle avait été créée dans le mont de charge pendant que Trotsky attendait qu'on apporte une échelle pour qu'il puisse en descendre, puisqu'une des grandes histoires de la famille, c'est que Trotsky était arrivé tout déguisé avec un col comme ça, bref, complètement reconnaissable, comme quelqu'un qui n'a pas envie qu'on le reconnaisse, avec 2 énormes gardes du corps russes, et qu'il a insisté pour monter en mont de charge, parce que l'ascenseur, il aurait pu être reconnu s'il avait pris l'ascenseur devant, rue Auguste Comte, donc monter en mont de charge, et de monter dans ce malheureux mont de charge avec ces 2 gardes du corps russes. Qui dépassaient donc, tous les poids. Mon père et mon grand-père lui ont dit, mais vous n'avez aucune chance, l'ascenseur ne va pas bouger, si. Et grand triomphe, l'ascenseur est monté juste assez haut et est resté coincé, et qu'il a fallu aller chercher une échelle pour faire descendre tout le monde. Alors peut-être que la 4e a été... C'est peut-être la nuit où il a eu le temps d'y réfléchir pendant sa station dans le mont de charge. En tout cas, il a passé la nuit avec ma tante, et à la fin de la nuit, il lui a dit « Nous ne sommes d'accord sur rien, pourquoi m'hébergez-vous » Ah bon Ça, je ne connaissais pas ce passage-là. Ça faisait partie de la légende familiale, que Trotsky ne comprenait pas pourquoi ma tante lui avait rendu le service de l'héberger de nuit, puisqu'elle n'était pas d'accord avec lui. Mais elle était revenue, elle était d'une honnêteté remarquable. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie de ce que je vais dire un petit peu plus tard, c'est qu'André disait toujours, elle était honnête dans l'ensemble, parce qu'il pensait qu'elle se trompait souvent et s'accrochait à des idées, mais elle était revenue assez désenchantée après la guerre d'Espagne, et même très triste. Elle a vu commettre des horreurs par tous les partis. Par tous les partis. Elle est revenue pensant qu'ils se valaient tous. Elle était complètement horrifiée. Mais quand j'avais, 2 ans et demi, 3 ans, mon grand-père me tenait sur ses genoux et me montrait la photo. Il y a une magnifique photo de mon grand-père avec la petite Simone qui a des belles boucles, enfin une petite fille qui a 3-4 ans, sur ses genoux. Et il me montrait cette photo et il pleurait et il disait « ça c'est ma petite fille à moi ». Et moi je disais « mais c'est moi ta petite fille ». Et il disait « ça c'est ma petite fille Simone et tu lui ressembles énormément ». Et ça n'a été que le début d'une longue enfance où tout le monde s'extasiait de ma ressemblance avec Simone, et dans l'adolescence de ma ressemblance avec Simone. Et puis j'étais préoccupée par Simone. Moi, à 15-16 ans, je voulais ressembler à Brigitte Bardot. Ah bon? Et ça n'allait absolument pas avec le désir d'imiter Simone. Non, ça n'allait pas ensemble.
Et je me disais toujours que je devrais vouloir être digne de Simone moralement, mais moi j'avais envie de sortir, j'avais envie de danser et j'avais envie de ressembler à Brigitte Bardot. Il y avait une contradiction, mais c'est vrai que je pensais beaucoup à cet héritage et au fait qu'il y avait cette tante qui avait été d'une certaine manière parfaite, parce qu'André, vous avez parlé de cet amour qu'il avait pour sa sœur, mais on ne pouvait rien dire contre sa sœur, elle était parfaite, elle me parlait par la voix d'André. André disait ma fille, ma sœur aurait dit, et il disait, et apparemment elle avait, ma mère l'a dit et d'autres personnes m'ont dit, un peu la voix d'André. Ah oui. Ils avaient cette façon un peu lente, un peu lourde, vous vous rappelez comment André parlait, et il me disait comme ça, ma fille, et il parlait de cette façon lourde. Et Simone, pareil, parlait comme ça, d'une façon un peu monocorde. Et donc, pour moi, Simone me parlait par la voix d'André. Et je sais pas, une fois, il m'a dit, tu sais, je vais te dire ce que me disait ma sœur, toi, tu reviendras sur terre sous forme d'une mouche, tu seras une mouche. Parce que lui, il m'a dit souvent qu'il voulait revenir sur terre comme chat. Oui, vous savez qu'il a été très influencé par la philosophie hindoue, les multiples vies, et alors il me disait, mais il me taquinait, toi tu reviendras, tu seras une mouche. Et elle ne pouvait pas avoir tort. Et un jour, quand j'avais 15 ans, excédée de ce poids de Simone, je me rappelle avoir crié à André. J'ai eu très peu de moments de révolte, et de toute façon, la révolte adolescente n'était pas vraiment admise à l'époque. Oui. Mais ce moment-là, je lui hurlais, mais ta sœur était folle, elle avait des visions. André est devenu très blanc, il s'est levé de table et il est parti. Et ensuite, évidemment, je me suis sentie atrocement coupable. S'il m'avait flanqué une gifle, l'incident se serait terminé de façon plus facile. Mais ça a été un grand moment de révolte, parce qu'au lycée, tout le monde l'avait. Mes professeurs me demandaient alors, est-ce que vous êtes aussi brillante que votre tante? C'était effrayant, c'était très lourd. Et c'est vrai que nous évoquions rapidement tout à l'heure entre nous le fait que vers la fin de sa vie, André était amusé par le fait que moi, qui faisais à l'époque des recherches sur le grand talmudiste du XIe siècle, Rashi, Salomon de Troyes, je sortais tout le temps des livres de la bibliothèque de l'Institut en signant le nom d'André. Et je sortais des livres, je sortais des volumes du Talmud, des livres sur l'histoire des Juifs, le Grand Gretz, tout ce qu'il y avait. Ils avaient une collection extraordinaire sur tout ce qui était juif médiéval et puis le Talmud. Et je sais très bien, toujours maintenant, je sais faire la signature d'André pour la bonne raison que je signais mes propres bulletins scolaires. Sa signature était très facile, avec juste un petit tortillon vers la fin. Le A, je remplaçais par S quand c'était moi. Mais j'ai repris cette bonne tradition et alors André était tout à fait charmé. Il va dire, tu sais, les gens qui écriront ma biographie, s'ils font des recherches sur les cartes de l'Institut de l'époque, eh bien, ils comprendront qu'André Weiss s'était converti au judaïsme dans les dernières années de sa vie. Mais je lui avais... c'est vrai qu'il parlait des quantités de langues, sauf l'hébreu. Et que moi je lis très convenablement. Et vers la fin, j'avais été chercher dans une association d'aveugles, de malvoyants, des exemplaires de la Haggadah, c'est ce qu'on raconte pour le Seder, à la Pâque juive. Oui. Écrit très gros. Et alors, il a été très intéressé parce que, sans lui apprendre, il ne voyait plus bien, et lui apprendre vraiment à lire l'hébreu, il était intéressé de voir comment cette langue fonctionnait. Et chaque fois que j'arrivais chez lui, il me disait alors, comment va Rashi? Et il était passionné. Et un jour, il m'a dit, ces recherches que tu fais sur le judaïsme, je pense que ma sœur aurait fini par les faire, car elle était, dans l'ensemble, honnête. Et c'est là qu'il m'a dit ça. Elle était... Autant on l'a souvent accusée d'incompréhension, même d'hostilité.
complète, mais imaginez elle est morte à 34 ans. Oui. Et c'est une espèce de... Je vois maintenant que j'ai le double de son âge, que c'était une espèce de rébellion adolescente. Oui, la oui. grand-mère qui faisait cachère et mangeait pas de crevettes, mon Dieu, elle détestait tout ça. Et on l'a pris tellement au sérieux. Mon Dieu, ce qu'on a pris au sérieux, le fait qu'elle supportait pas le judaïsme, etc. Bon, ça a arrangé certains. Ça a arrangé certains, et elle n'y connaissait pas grand-chose, en vérité. Donc André, oui, à la fin de sa vie, était très intéressé par mes recherches, me demandait toujours, et je dois dire que tout le dernier chapitre des Vendanges de Rachis, les derniers jours de Rachis, ou les derniers mois du vieux Salomon de Troyes, sont tout à fait copiés sur ceux d'André. C'est André, un portrait d'André en talmudiste médiéval. Pour ce que vous disiez de ces souvenirs d'apprentissage qui se terminent plus ou moins ou juste après la mort de Simone, c'est tout à fait vrai, cet attachement. Et je pense, enfin je me suis demandé, ça c'est peut-être faire un petit peu de psychologie moderne, mais tout de même, ils ont laissé repartir une jeune femme de 33 ans fragile dans une Europe en guerre. Et, elle le voulait. Comment ? Elle le voulait. Ah, elle le voulait, et elle le voulait, elle le voulait. Et finalement, ils n'ont... Je me demande s'ils ont même essayé de la retenir. C'est ma grand-mère qui lui a fait sa valise. Il n'est jamais venu à l'idée d'André de lui dire « mais il n'en est pas question ». De même que moi, il m'a laissé changer de train, mais c'était inoffensif et je ne risquais rien du tout. Il avait cette idée que Simone... finalement, oui, c'est ça. C'est cette relation entre eux où moi, j'avais l'impression que Simone était un homme. Quand André me parlait de Simone. C'était quelqu'un qui me parlait par la voix d'André et il la faisait très macho, il la faisait invincible. Jamais il ne m'a parlé d'elle comme j'ai appris avec stupéfaction qu'elle avait pleuré un jour. Ah bon? Qu'un jour, oui, ça t'y fait mal, elle avait les cheveux n'importe comment, ça t'y fait pas bien. Et il y a quand elle avait 20, 22 ans, un jeune homme a dit quelque chose de déplaisant sur elle dans la rue, alors qu'elle est moche, je ne sais pas quoi, et elle s'est mise à pleurer. et oui, donc ce côté fragile, le fait qu'à l'usine, elle a écrit cet admirable journal d'usine, mais elle avait une vie 1000 fois plus dure que celle des ouvrières. Les ouvrières, ensuite, elles quittaient l'usine, elles mettaient une jolie robe, elles se donnaient un coup de poudre et elles allaient danser, elles s'amusaient, elles avaient des copains. Simone rentrait, mangeait presque rien parce qu'elle s'était mis dans la tête que les ouvriers ne mangeaient pas. Or, ils mangeaient un beefsteak, un verre de vin et des frites. Et elle avait un estomac extrêmement fragile. Voilà, un verre de vin. Toujours fragile. Mais très fragile. Et André ne parlait jamais de ça. Elle était forte, il la voyait comme invincible. Et donc, il a écrit, d'ailleurs, elle suivait, c'était une étoile qui a suivi sa propre, sa propre trajectoire, je ne me rappelle plus la citation exacte, et ils l'ont laissé repartir. Elle avait fortement insisté pour y aller. Oui, certes, mais enfin... Elle disait, ma place n'est pas aux États-Unis, tranquille. Oui. C'est ma place est en Europe. Oui, et elle disait aussi que si elle avait 10 vies, elle en consacrerait une à ses parents. N'empêche qu'ils l'ont laissé repartir. Ils ont été 3 contre 1 et ils l'ont laissé repartir. J'ai rencontré, quand j'écrivais ce livre, j'ai eu la chance immense de passer plusieurs après-midi chez Jean-Louis Brisac-Crémieux, l'historien, il est décédé maintenant il y a quelques années, qui était un jeune homme qui était plus jeune que Simone. Elle était de 9, lui il devait être de 19, il y a 10 ans de moins qu'elle, et qu'il a connu à Londres. Ah bon? Et ça, c'était d'une... Bon, d'abord, il m'a dit quelque chose de... oui, qui confirme un peu cette attitude bizarre qu'elle a eue vis-à-vis des Juifs. C'est qu'on savait à Londres... Elle était déjà peut-être un peu affaiblie, elle avait déjà peut-être la tuberculose, mais dans l'hiver de 42-43, on savait ce qui s'était en train d'arriver aux Juifs.
Et il m'a dit qu'il avait, il avait une collection extraordinaire, il y avait toutes les bandes de la BBC et de la voix française, oui, de la BBC. Et il a dit que les Français ont décidé de ne plus parler de la question des Juifs, que la libération de la France, c'était la libération de la France, et que la question juive, c'était quelque chose qui était complètement à côté, que ça n'avait rien à voir. Et Simone savait tout ça. Et Simone n'a jamais rien dit contre ça. Alors oui, elle l'était peut-être déjà un peu souffrante, c'est très possible. Donc il m'a dit ça, et il a eu des paroles un peu dures. D'autre part, il l'avait rencontrée dans pas mal de réunions, et alors là, il décrivait une petite jeune femme, toute maigre, grelottant, mal fichue, triste, déprimée, et ça m'a fendu le cœur. C'était pas la victorieuse. C'était pas la victorieuse. Et c'était pas du tout ce qu'André voulait penser. C'était une petite jeune femme toute seule. Après tout, 2 jours avant sa mort, elle disait que ce qui lui ferait plaisir, ce serait une purée de pommes de terre comme sa maman en faisait. On ne fait pas plus petite fille triste et mourante. Et ça, je n'ai jamais pu parler de ça avec André. Soit il s'en doutait parfaitement, il n'était pas idiot, et il avait éliminé ça de sa propre conscience, mais je pense quand même qu'il y a dû avoir une formidable culpabilité de l'avoir laissé partir. Voilà, c'était ce qui m'était revenu, ces conversations avec Brisac Crémieux.